J'ai construit un petit peu ma présentation pour essayer de vous replacer le contexte de l'utilisation de la procalcitonine. On a beaucoup parlé d'antibiotiques et vous allez voir qu'il y a aussi un créneau pour essayer de limiter cette consommation. Et puis vous montrer que la procalcitonine, eh ce n'est pas simplement un gadget pour aider ou pour faciliter le travail des médecins ou pour aider des médecins qui ne seraient pas très très bons en clinique. C'est vraiment un intérêt diagnostique pour le patient. Alors, la consommation d'antibiotiques, vous savez qu'on en consomme beaucoup, qu'il y a des campagnes, vous connaissez les antibiotiques, c'est pas automatique, destinées au grand public, et puis il y a des campagnes pour les professionnels qui se déclinent en plusieurs choses. Prévenir les infections, c'est pas le cadre aujourd'hui, il y a d'autres sessions dans ce congrès sur ça. Mieux utiliser les antibiotiques, et ça se complète parfaitement avec les deux orateurs précédents, puisqu'ils vous ont parlé à la fois de bien les administrer, parce que c'est sûr que si on les administre pas bien, eh bien on va sûrement en consommer plus parce que le malade sera maltraité. Bien les choisir, mono, bithérapie, on a discuté tout ça. Et puis, on va le voir, la procalcitonine, le marqueur de l'infection bactérienne, ça va se situer dans savoir dire non aux antibiotiques et essayer soit de pas les débuter, soit de les arrêter précocement, comme vous l'a dit Jonathan. Alors, c'est pas que français, le problème des antibiotiques, c'est mondial. Nous, on a fait une pyramide. Il y en a d'autres qui ont fait ça sous forme de puzzle, mais ça dit exactement les mêmes choses. Alors, pourquoi il faut se préoccuper de cette consommation ? Bien parce que malheureusement, les antibiotiques, eh bien, c'est pas anodin. Il faut les maîtriser. Alors, c'est pas anodin à titre individuel, et ça a une importance. Parce que ça donne, vous le savez, une complication très grave qui est la colite à Clostridium. Ça donne un peu de toxicité, on vous en a parlé aussi, qui n'est pas complètement négligeable. Et puis il y a un problème majeur dont on va brièvement discuter, qui est l'émergence de la résistance. C'est pour ça surtout qu'il faut faire attention aux antibiotiques. Et bien sûr, si on arrive à faire tout ça, on va probablement contrôler les coûts. C'est pas tellement le coût de l'antibiotique qui coûte pour la plupart d'entre eux en tout cas pas grand-chose, et puis probablement rendre service aux patients. Alors je vais vous illustrer ce propos par 2 ou 3 diapositives. La colite à Clostridium, c'est vraiment un problème majeur, et c'est un problème majeur dans d'autres pays bien avant le nôtre. Pour ma part, moi j'avais jamais vu avant cette année des colites à Clostridium graves, et dans le service ces derniers mois on a fait des colectomies totales aux malades, donc c'est quand même pas quelque chose de non fréquent ou de pas important, et puis ça avait été constaté dans d'autres pays. En Amérique du Nord, c'est un problème majeur. Alors on avait vu ça ici, vous voyez un graphique depuis quelques années où l'incidence de ces colites montait considérablement, alors dans des populations de patients âgés et fragiles, mais aussi on voyait apparaître ça chez des patients beaucoup plus jeunes, moins fragiles, et donc c'est quand même embêtant. Et puis la consommation d'antibiotiques, c'est important pour ça, pour l'émergence de la résistance, qui est un phénomène un petit peu difficile à appréhender. Vous le savez peut-être, dans notre tube digestif, on a des bactéries, c'est physiologique, ça aide les processus physiologiques, mais il arrive de temps en temps qu'on ait ce type de bactéries résistantes dans notre tube digestif. Alors quand on est des sujets totalement en bonne santé avec une activité normale, notamment quand on voyage, on peut revenir avec ce genre de bactéries dans le tube digestif assez fréquemment, de façon non négligeable en pourcentage. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va s'en débarrasser en quelques jours, quelques semaines. Mais il arrive aussi que on ait une sinusite, une cystite en même temps, et on prend des antibiotiques. Des antibiotiques tout à fait qu'on peut acheter assez facilement, qu'on a assez facilement dans sa pharmacie. On va donc tuer toutes les bactéries sensibles, et puis il va rester que les bactéries résistantes. Quand on est un sujet sain, qu'on revient de voyage, tout ça n'est pas très embêtant, on va s'en débarrasser. Quand on est en réanimation, alors c'est pas parce qu'on a voyagé, ou assez rarement, puisqu'il y a quand même des patients rapatriés, mais c'est parce que il y a de la transmission croisée. On va transmettre ce type de bactéries résistantes à nos malades, on va leur donner des antibiotiques, et ils vont développer ce genre de bactéries multirésistantes dans leur tube digestif. Et là, ça devient très embêtant, puisque de façon assez fréquente, on va arriver à transmettre ces bactéries dans l'environnement du malade, et puis sur la sonde urinaire, sur la sonde d'intubation, etc. Et ils vont faire des infections à ces bactéries multirésistantes qui vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles à traiter. Et aujourd'hui, il y a des patients dans nos réanimations, même en France, qui meurent de bactéries intraitables. Alors il va falloir essayer de réduire la consommation d'antibiotiques, parce qu'il a été démontré, notamment dans l'hôpital dans lequel je travaille, dans le service de bactériologie, qu'une seule dose d'antibiotiques suffit à rendre le tube digestif des malades comme celui-là. Et donc toutes les doses d'antibiotiques qui vont être épargnées, qu'on ne va pas donner aux patients, vont être importantes. Alors,
juste pour illustrer ça, hein, vous avez tous entendu parler de BLSE, de bactéries à large spectre, à résistance à large spectre. On est un petit peu à la croisée des chemins. C'est bien pour ça que peut-être il faut se préoccuper de ça, alors pas qu'avec la procalcitonine dont je vais vous parler, avec plein d'autres choses, mais entre autres avec la procalcitonine. Il y a des pays dans le nord de l'Europe qui n'ont pas ce type de bactéries, et puis il y a des pays un peu plus dans le sud qui sont, où c'est un problème quotidien extrêmement fréquent. Nous, on a la chance, peut-être, de pouvoir encore se préserver de cela et essayer de le faire de façon encore pour quelques années. Alors c'est d'autant plus important que malheureusement, aujourd'hui, on ne développe pas des antibiotiques nouveaux tous les jours. Alors pas parce que c'est extrêmement compliqué, etc., parce que intellectuellement on pense que quand même on arriverait à faire ça, mais parce que d'abord ce développement coûte cher, ça prend beaucoup d'années, et puis ça ne va pas rapporter beaucoup au laboratoire, et du coup la recherche sur les nouveaux antibiotiques, eh bien, elle est assez faible. Alors on s'est arrêté ici sur cette diapositive en 2007, mais vous voyez que le nombre de nouveaux antibiotiques diminue tous les jours, et qu'aujourd'hui il y a des patients pour lesquels on est démunis. Donc ça, c'est le rationnel d'essayer de ne pas donner trop d'antibiotiques aux malades, en tout cas quand il faut. Alors j'ai bien conscience que dans ce discours-là, il y a le monde idéal. On ne donne pas d'antibiotiques pour les patients qui n'ont pas d'infection bactérienne. Sous-entendu, on ne donne pas d'antibiotiques aux patients qui ont une infection virale. On ne donne pas d'antibiotiques pour les patients qui sont uniquement colonisés. Je vous ai montré des tubes digestifs. C'est sûr que si vous prenez un petit peu d'amoxicilline parce que vous avez une cystite, c'est pas très grave. Si vous dans votre tube digestif, ensuite vous avez des bactéries multirésistantes, vous allez vous en débarrasser, comme je vous l'ai dit. Et puis, on va essayer de ne pas donner d'antibiotiques quand ils sont plus nécessaires, quand l'infection est traitée. Ça, c'est le monde idéal, c'est le dogme, c'est ce qu'on apprend aux étudiants. Mais malheureusement, la réalité, en particulier la réalité dans nos services de réanimation, elle est beaucoup plus compliquée. Parce que, je vais vous montrer que pas donner d'antibiotiques à un patient qui est suspect d'infection, eh ben, c'est pas si simple que ça. Jonathan vous l'a dit, on est médecin, il y a un certain nombre d'incertitudes et on n'a pas envie, à titre individuel en tout cas, de faire prendre de risques à nos malades, même si on sait qu'à titre collectif, cette résistance est un problème. Et puis, de façon importante, la durée optimale des traitements antibiotiques aujourd'hui, elle est codifiée par des experts, le plus souvent. J'exagère un petit peu parce qu'il y a quand même quelques études, mais souvent on ne sait pas très bien combien de temps il faut. Probablement qu'on le fait trop longtemps. Il est probable que dans les années à venir, on ne va pas faire des études sur tous les cas de figure possibles. Il est aussi probable, certain, qu'un patient qui a une infection à une bactérie n'est pas identique à son voisin qu'à l'infection à la même bactérie. Et que peut-être la durée de traitement pour ces deux patients qui ont pourtant la même infection à la même bactérie n'est pas la même. Et qu'il va falloir essayer de ce qu'on appelle customiser, essayer de gérer l'antibiothérapie, la durée d'antibiotiques de ces patients de façon adaptée à chaque cas. Et ça, ce n'est pas sur les guidelines, ce n'est pas sur les recommandations d'experts qu'on pourra le faire. Alors, je vais vous montrer en quelques plaques que ce n'est pas si simple que ça de faire le diagnostic, ça ne l'est pas toujours. Et bon, j'ai présenté ce topo dans le monde entier, et ce qu'on me dit toujours, c'est la procalcitonine, ça sert qu'aux mauvais docteurs. Et je vais vous montrer que ce n'est pas tout à fait exact. Alors, je vous mets toujours deux cas, un cas évident pour tout le monde, le patient, qui arrive avec, il tousse, il crache, il a des frissons, il a 39,2, c'est très brutal, il a sur la radiographie de thorax, vous le voyez tous comme moi, une image. Il n'y a même pas besoin d'être médecin pour savoir que ce patient a une pneumonie. C'est extrêmement simple. Et là, personne ne va pas lui mettre des antibiotiques, tout le monde va le faire. Et puis il y a le cas le plus fréquent, celui qu'on discute tous les jours à la visite, et comme ça dans nos 20 lits d'aigus, du patient qui est là depuis plusieurs jours, qui a un syndrome de détresse respiratoire, qui a des images bilatérales absolument banales, cas 37,6. Eh bien là, je défie n'importe quel très très bon docteur de me dire avec certitude que ce patient a ou pas une pneumonie. C'est extrêmement compliqué. Alors, ce n'est pas que moi qui le dis, et pas qu'avec ces illustrations. Il y a des gens qui ont fait des études sur ça, et des gens, ça c'est le service de Jean Chastre, Jean-Yves Fagon, quand ils étaient à Bichat, ils sont maintenant, vous le savez, à la Pitié-Salpêtrière, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils ont demandé à leurs médecins, leurs juniors, leurs seniors, les médecins plus âgés, les médecins les plus jeunes, de dire, au moment où on suspecte la pneumonie d'un malade, par écrit, de façon cachetée,
si le patient a pour eux une pneumonie ou pas, et puis ensuite ils font des prélèvements et ils vont regarder a posteriori s'il avait effectivement une pneumonie ou pas. Alors la totalité des médecins, hein, c'est ça, ils arrivent à faire aussi bien que la bactériologie dans 77% des cas. Hein, donc pas 100% des cas déjà. Et puis vous le voyez, ici il y a les professeurs, les praticiens hospitaliers, les chefs de clinique, les internes. Il y a peut-être même une supériorité des internes. Donc c'est pas si simple que ça le diagnostic, et globalement c'est pas l'expérience qui permet de faire le diagnostic chez un certain nombre de malades. Ce qui marche le mieux, c'est de faire un consensus. Quand on est tous d'accord, a priori on a à peu près raison. Mais quand on n'est pas d'accord, quand on tâtonne, eh ben finalement le meilleur prédicteur, il a 82% de réussite, et puis le moins bon, il a 71%. C'est pas très significatif. Finalement, on fait assez mal pour un certain nombre de malades. Alors, pour s'aider, on va utiliser des biomarqueurs d'infection bactérienne. Alors, je vous ai mis ici une diapo, peu importe, mais il y a plein de candidats. Hein. Il y en a des testés tous les jours, j'exagère à peine, mais il y en a toujours plein de candidats. Malheureusement, on ne va pas pouvoir tous les utiliser parce que eh bien, le cahier des charges pour ces candidats, pour cette aide aux médecins qui, eux, n'ont pas la possibilité clinique de faire le diagnostic chez un certain nombre de malades, il est assez lourd. Ces biomarqueurs, ils doivent pouvoir faire deux choses. Ils doivent pouvoir estimer la probabilité de l'infection bactérienne, mieux que le médecin, hein, avec ce qu'il a de clinique et d'examen biologique habituel, pour pouvoir débuter ou pas le traitement. Il doit permettre de monitorer la réponse au traitement, c'est-à-dire que si il est élevé, qu'on met un traitement antibiotique, il doit baisser, c'est assez logique. Ou si le malade est maltraité, il doit rester élevé ou augmenter, c'est assez logique. Et donc permettre, à terme, d'arrêter ou pas le traitement antibiotique, et donc globalement de guider le traitement antibiotique. Mais pas que ça, il doit aussi être disponible en routine. Et la diapositive que je vous ai montrée sur tous les candidats, eh bien c'est bien le problème, hein, c'est qu'on ne peut pas tout doser en routine, avec un résultat qui est au lit du malade, c'est-à-dire globalement en moins d'une heure. Sinon, je ne vais pas attendre que mon malade s'aggrave pour lui mettre des antibiotiques. Il va bien falloir que je discute tout ça, que ce soit d'interprétation facile. Hein. C'est sûr, si j'ai un biomarqueur où il faut être très savant pour l'interpréter, ça ne va pas être simple. Qu'il soit d'un coût faible. Là, les discussions peuvent être ouvertes. Hein. Si on rend service à la collectivité, le coût entre un peu moins en jeu, mais quand même, on n'a pas non plus envie de dépenser de l'argent. Donc, globalement, qui modifie en temps réel la prise en charge du malade. Eh bien, globalement, si on se limite à ça, il y a assez peu de candidats. La CRP, vous connaissez, c'est surtout à ça qu'on compare la procalcitonine, qui est un marqueur, une protéine de 116 acides aminés qui est banalement sécrétée par les cellules de la thyroïde en réponse en général à une hypercalcémie ou dans des cancers thyroïdiens. Et ça a été découvert un petit peu par hasard chez des enfants à Necker que cette procalcitonine, qui est habituellement sécrétée que par la thyroïde, dans l'infection bactérienne, elle est sécrétée dans toutes les cellules parenchymateuses. C'est le hasard, on ne sait pas très bien à quoi ça sert. Ça a sûrement un rôle physiologique, mais pour l'instant, on ne sait pas bien. Alors, est-ce qu'elle permet d'estimer la probabilité d'une infection bactérienne, cette procalcitonine ? Alors, elle a certains avantages déjà. Elle a des avantages sur la CRP, puisque vous le voyez ici sur ce graphique, elle est sécrétée avant cette fameuse CRP. Donc, elle a un avantage cinétique. Elle coûte plus cher, elle coûte 4 fois plus cher que la CRP, elle est disponible en routine, même avec des automates délocalisés, en moins d'une heure. Donc, c'est plutôt pas mal pour le cahier des charges. Alors, est-ce qu'elle permet de faire le diagnostic d'infection bactérienne ? Alors, vous savez peut-être, quand on parle d'un test diagnostique, on parle des propriétés du test qui sont la sensibilité et la spécificité. C'est quoi la sensibilité ? C'est la capacité du test à pouvoir diagnostiquer les malades, c'est-à-dire à être positif quand le groupe est malade. Et puis, la spécificité, c'est la capacité du test à éliminer les gens non malades. Alors, évidemment, le test parfait, ça serait celui qui aurait un test positif pour tous les malades et le test serait négatif quand les gens ne sont pas malades. Spécificité 1, sensibilité 1 ou 100%. Ça, c'est le test parfait. Malheureusement, ça n'existe pas. Alors, je vous montre ça parce que je vais vous montrer que la procalcitonine, en tout cas en réanimation pour le diagnostic, ce n'est pas très très bon. Et ici, je vous ai répertorié la sensibilité et la spécificité
de toutes les études qui ont regardé les pneumonies acquises sous ventilation mécanique. Vous le savez, c'est l'infection la plus fréquente nosocomiale en réanimation. Et vous voyez que peu d'études arrivent à trouver une sensibilité, une spécificité de sang. Alors la sensibilité, c'est important, hein, ça veut dire qu'il y a une incertitude, même avec ce test diagnostique. Est-ce que je peux me permettre en réanimation d'avoir une incertitude sur le diagnostic qui est aux alentours de 30%? Ben, probablement pas. Alors il y a des gens qui se sont dit, ben, c'est pas grave, un seul dosage, ça suffit pas. Moi, je vais faire des dosages cinétiques. Je vais regarder ce qui se passe en cinétique, toujours dans la pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Donc ils ont dosé sur leurs malades ce qui se passait, et puis ils ont regardé a posteriori les résultats. Ici, il y a le jour de l'infection, et puis on peut regarder ce qui se passe ici avant, et vous voyez que cette procalcitonine, eh bien, il y a des patients qui ont effectivement une infection pour laquelle ça reste stable, certains où ça monte d'un jour à l'autre, d'autres où ça baisse, et puis quand ils n'ont pas de pneumonie, ben, c'est exactement pareil. Donc c'est pas très très fiable pour le diagnostic. Est-ce que ça permet d'estimer la réponse au traitement? Est-ce que je vais pouvoir m'en servir cette fois, pas pour le débuter, mais pour l'arrêter? Eh bien peut-être, puisque les mêmes auteurs que la précédente étude ont regardé ce qui se passait chez des patients qui avaient toujours une pneumonie acquise sous ventilation mécanique, ceux qui allaient évoluer favorablement. Ils ont d'abord une procalcitonine qui est plus basse, et puis vous voyez qu'elle redevient très très basse, quasiment à zéro. Et puis ceux qui ont une procalcitonine très élevée, qui évoluent défavorablement, qui meurent ou qui ont une infection persistante, eh bien cette procalcitonine, elle reste élevée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que pour le diagnostic, ça a l'air d'être assez bof, en tout cas ça n'a pas l'air d'aider beaucoup le médecin. Et puis pour estimer la réponse en traitement, ça a peut-être une bonne valeur. Alors, ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on a fait toutes ces études préliminaires, c'est qu'on fait des études contrôlées randomisées. Alors, je vais vous en montrer qu'une parce que le temps est limité, mais croyez-moi, toutes les études sur le sujet sont à peu près identiques. Et puis, je vous fais une rapide comparaison avec ce qui se passe aux urgences chez les patients qui arrivent aux urgences avec une infection supposée respiratoire. Alors, nous, on a fait cette étude en France dans 8 services de réanimation, avec cette hypothèse que peut-être ce biomarqueur nous aidait à réduire la durée d'exposition aux antibiotiques des patients sous réanimation, que ce soit sur l'initiation et sur l'arrêt des traitements, bien sûr, sans le raid délétère, c'est-à-dire sans augmenter leur mortalité. Bien sûr, je peux ne pas mettre d'antibiotiques, le patient va mourir, ce n'est pas notre but. Donc il faut aussi arriver à montrer que la mortalité reste la même. Alors c'est une étude randomisée, vous connaissez le principe, on tire au sort 2 groupes de patients, un groupe qu'on appelle contrôle, on fait comme d'habitude. Les médecins ont quand même des recommandations, les mêmes qu'ils ont d'habitude, qui vont traiter les malades comme ils le font d'habitude, avec quand même essayer de rester dans le cadre que les experts ont défini. Et puis un groupe procalcitonine, c'est-à-dire on s'aide de ce marqueur pour arrêter, pour débuter et pour arrêter le traitement. Alors ça donne des algorithmes, comme ça a l'air très compliqué, c'est très simple. Il y avait un algorithme pour les médecins pour débuter l'antibiothérapie, et un algorithme pour arrêter l'antibiothérapie. Alors l'algorithme pour débuter l'antibiothérapie, il a plein de garde-fous. Il dit au médecin, attention, si vous êtes sûr que votre patient, comme le patient avec une pneumonie que je vous ai montré tout à l'heure, il a une infection, ou il a une méningite, ou il arrive avec un purpura fulminans, ou avec un gros choc septique, bien sûr, vous n'attendez pas la procalcitonine pour mettre les antibiotiques, vous mettez des antibiotiques. Puis on a défini un seuil de cette procalcitonine qui était acceptable. C'est-à-dire on ne prend pas trop de risques pour le malade, et le seuil en réanimation qui était défini par des études précédentes, c'était à peu près 0,5. Donc le premier algorithme ici, il dit que quand la procalcitonine est basse, inférieure à 0,5, il ne faut plutôt pas mettre d'antibiotiques. Quand elle est très très basse, il ne faut surtout pas mettre d'antibiotiques. Et puis quand elle commence à s'élever, entre 0,5 et 1, mettez plutôt des antibiotiques. Et quand elle est très élevée, au-dessus de 1, mettez vraiment des antibiotiques. Et si vous n'avez pas mis d'antibiotiques, attention, vous avez vu que la cinétique, ça montait assez vite, plus vite que la CRP, mais ça ne monte pas de façon immédiate. Donc si vous avez vraiment un doute, redosez. Pour arrêter, c'est exactement le même principe. On tient compte du taux absolu, mais on tient compte aussi de la baisse. Si la procalcitonine est redevenue très très basse, ou si elle a baissé beaucoup c'était 80%, alors il faut arrêter les antibiotiques. C'est ça que les petites cases en dessous disent. Alors, les critères d'inclusion, je ne vais pas entrer dans le détail, on a inclus quasiment tous les malades qui aient une infection communautaire, une infection nosocomiale. On en a exclu très peu, c'est ce dont vous parlait Jonathan, c'est-à-dire les patients qui ont une tuberculose, dont on sait que de toute façon, ils font un traitement antibiotique long, on ne les a pas inclus ceux-là. Les patients en aplasie, parce que c'est des patients un peu spéciaux, mais sinon, on a inclus à peu près tout le monde. 300 malades dans chaque groupe. Croyez-moi, les patients étaient des vrais patients de réanimation, 70% de ventilés, 40% de patients en choc septique, donc des vrais patients graves. Et qu'est-ce qu'on a réussi à montrer?
on a réussi à montrer qu'on économisait 2,7 jours d'antibiotiques chez ces patients sur une durée de 28 jours. Comme ça peut paraître faible, hein, mais quand on a une masse de malades, c'est assez considérable. C'est très difficile aujourd'hui, où on met de moins en moins d'antibiotiques quand même, de diminuer de 2,7 jours. Alors juste dans le détail ce qui se passe, et j'en ai bientôt fini, hein, vous voyez ici les 28 jours en réanimation, et puis le pourcentage d'antibiotiques, de patients sous antibiotiques, et vous voyez que dans les deux groupes au départ, tous les patients sont sous antibiotiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les médecins ne se sont pas servis de la procalcitonine pour mettre les patients sous antibiotiques. Ils n'ont pas assez confiance. Et les données finalement que je vous ai montrées auparavant, on disait ça, hein, c'est quand même pas fiable à 100%. Donc, tout le monde a été mis sous antibiotiques. Ce qui se passe, c'est après. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 jours, la procalcitonine reste basse ou la procalcitonine a baissé. Là, dans le groupe procalcitonine, on a soit arrêté très précocement, soit arrêté plus tôt le traitement antibiotique. C'est là qu'on a gagné sur la durée de l'antibiothérapie. Alors, on n'a pas, c'est une discussion d'experts, mais on n'a pas eu d'effet délétère. Hein. Les patients ne sont pas plus morts quand on ajuste bien à la mortalité. Les autres études, c'est une méta-analyse, je ne vais pas développer, disent exactement la même chose. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est de comparer un petit peu avec les urgences parce que c'est important. Là, on a poolé toutes les études en réanimation aux urgences, et j'en ai vraiment bientôt fini. Au SAU ici, et en réanimation ici, et c'est juste l'initiation, le pourcentage de patients, quand on utilise la procalcitonine, quand on ne l'utilise pas, qui ont une initiation d'antibiotiques. Et vous voyez aux urgences, eh bien, l'initiation, elle est diminuée quand on utilise la procalcitonine, ce qui n'est pas le cas de la réanimation parce qu'il y a cette incertitude, ce patient grave, et qu'on a un petit peu du mal. Globalement, on gagne quand même, quel que soit le lieu où se trouve le patient, on gagne au SAU, on gagne en réanimation, mais en réanimation juste parce qu'on arrête plus précocement. Alors pour conclure, je dirais que réduire la durée de l'antibiothérapie, j'espère que vous en êtes convaincus, c'est une priorité, que l'utilisation de la procalcitonine permet cette réduction d'antibiotiques parce qu'on personnalise le traitement aux patients. Ça ne permet pas de ne pas initier l'antibiotique, mais ça permet de l'arrêter plus tôt. Alors il faut faire attention, c'était surtout des patients qui avaient des infections pulmonaires. Pourquoi? Parce que c'est les patients qu'on a en réanimation, que ce soit du communautaire ou du nosocomial. Et puis qu'actuellement, il n'y a pas, même s'il y a beaucoup de recherches sur le sujet, d'autres biomarqueurs qui ont montré cet impact sur la prescription d'antibiotiques. Je vous remercie.